Salut à tous, aujourd'hui on est à nouveau avec Cédric Gras qui est auteur, voyageur, géographe aussi. Tu as voyagé un petit peu partout dans les confins de l'ex-Union soviétique et tu as pas mal Ouais. sillonné les limites de cet ancien bloc. Oui, j'aime bien les frontières, moi. Voilà, dans des endroits où personne ne va jamais, où quelques vieux auteurs dans l'histoire s'y sont parfois aventurés. Et tu as aussi pas mal vécu en Ukraine. Oui, bah pas mal, 5 ans. 5 ans en Ouais. Ukraine. Alors, 5 années. en Ukraine, c'est-à-dire à Donetsk, Alors moi, je suis arrivé en Ukraine oui, pour fonder l'Alliance française de Donetsk. donc c'est le Donbass. En 2010, c'est le Donbass. La région de Donbass. Alors, ça l'est toujours, oui. Enfin, maintenant, c'est un peu compliqué. Ouais, Aujourd'hui, c'est en zone ce qu'on appelle la zone séparatiste. Oui. ok. Et on a créé l'Alliance française, qui marchait très très bien d'ailleurs. Et puis, malheureusement, à cause du conflit dans l'Est ukrainien, on a fermé en 2014. Il a fallu fermer l'Alliance française. Oui, ça D'accord. devenait compliqué. Ouais. Donc tu as fait ça dans le Donbass, à Donetsk. Donc c'est une des régions où effectivement ça a vraiment explosé, ça a été assez violent. Ça s'est peut-être un peu calmé, Oui. mais c'est encore à vif, on peut dire. Ah oui, en 2014, oui, il y a eu ce conflit assez épars quand même. C'est pas non plus, il faut pas imaginer la Première Guerre mondiale. C'était Ouais. des petits combats à gauche à droite, mais un petit combat plus petit combat plus petit combat, ça a donné quand même aujourd'hui 10 000 morts, on pense. Ouais. Ce qui est quand même un chiffre très important pour une guerre en Europe notamment. Voilà, et l'Alliance, mais elle a marché jusqu'en 2014, ça marchait très bien, c'était évidemment en paix avant 2014, et c'était une région d'Ukraine qui n'était pas beaucoup visitée, parce que c'est une steppe avec de l'industrie houillère, métallurgique, c'était à l'époque soviétique un des grands bassins industriels de l'URSS. Évidemment, c'est pas là que les gens partaient en vacances. D'accord. Ils sont venus pour l'exploitation minière. Ah oui, toute la région s'est développée sur la base du charbon et de la métallurgie. Et l'anthracite, c'est le titre d'un de tes livres. Oui, quand je me suis décidé à écrire sur le Donbass, et notamment sur la guerre, mais pas seulement, c'était l'occasion pour moi d'explorer cette région dont les gens ne savent qu'une chose, c'est qu'il y a eu la guerre, Ouais. mais c'est beaucoup plus que ça, le Donbass, et notamment des raisons aussi qui expliquent ce conflit. Alors justement, Alors, c'est quoi le Donbass? Parce que personne ne connaît Ouais, c'est ça. au-delà des infos qui sont déjà très C'est pour ça que très je me suis light. emparé pour le titre de ce mot anthracite, Ouais. qui n'évoque plus grand-chose à nos générations, en France en tout cas, parce qu'il n'y a plus d'industrie charbonnière. Mais l'anthracite, c'est du charbon, une qualité de charbon. Et les jeunes Ukrainiens, eux, qu'ils soient jeunes ou vieux, ils savent ce que c'est l'anthracite, parce que c'est encore une réalité chez eux, D'accord. et notamment au Donbass. Ok, des mines. Il y a des mines d'anthracite, beaucoup. À l'ancienne. Beaucoup. Il y en a encore à l'ancienne. Alors certaines à l'ancienne, d'autres ont été privatisées et modernisées, rééquipées par des oligarques. Le Ouais. plus connu, c'était à l'époque Akhmetov. D'accord. Voilà, mais c'est une réalité. Il y a beaucoup de gens qui sont mineurs, même des jeunes de 20 ans, qui, à la place de faire des études, ou qui en font des très courtes, et puis ensuite ils vont à la mine. Voilà. Et donc au départ, c'est cette activité minière qui rassemble des populations qui n'ont pas forcément grand-chose à voir les unes les autres. Si j'ai bien Bon, compris. la population du Donbass, elle est assez halogène, on va dire, historiquement, parce que le Donbass, c'était une steppe. Halogène, c'est-à-dire. Pas du coin, c'est le contraire D'accord. d'autochtone, quoi. Enfin maintenant, ils ont pris racine, donc ils sont autochtones. Mais ce que je veux dire, c'est que fin du 19e, début 20e, le Donbass est pratiquement pas peuplé. C'était une steppe qui est assez aride. Ouais. Donc même la paysannerie ukrainienne, la cosaquerie n'était pas très implantée. C'était un grand no man's land, un peu le. On n'est pas dans le les terres Donbass. noires là en fait. Ah non, pas du tout. On est à la frontière des terres noires, mais on est D'accord. sur une terre qui n'est pas très agricole. Non. Les soviétiques d'ailleurs ont fait un canal pour irriguer le Donbass, et notamment pour apporter de l'eau aux industries. D'accord. C'est comme ça que ça s'est développé, sur la base de l'industrie. Donc c'est une région, on va dire, historiquement soviétique. Ok. Très 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 soviétique, parce qu'elle a été créée sous l'URSS, par l'URSS et pour l'URSS. Parce que toute cette industrie, évidemment, elle était au service de la machine industrielle soviétique. Ouais. Donc elle est très 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 marquée par l'URSS, très nostalgique. Ça explique un petit peu, quand en plus on imagine le désarroi économique qui
qui a pu s'emparer de cette région. On est au XXIe siècle, le charbon, ça intéresse plus grand monde. Ça explique un petit peu le conflit, cette nostalgie d'un pays qui n'existe plus, mais que les gens imaginent être la Russie d'aujourd'hui. Enfin, tout ça, c'est beaucoup malheureusement bâti sur une perception assez fausse de ce qu'est la Russie du XXIe siècle, sans doute. Tu avais beaucoup de gens qui refusaient de parler le russe parce qu'ils étaient, je sais pas moi, purs ukrainiens, je sais pas quel truc. Alors Donetsk jamais, parce que dans le Donbass on parlait et aujourd'hui, a fortiori, on ne parle que le russe. On parle que le russe. Voilà, moi j'ai jamais entendu des gens parler ukrainien dans le Donbass. Ouais. Il n'y a même pas de discussion là-dessus en fait. Non, alors à Donetsk, non, jamais. Ensuite, dans les campagnes, il arrivait qu'on entende ce qu'on appelle du surgique, c'est-à-dire un mélange entre l'ukrainien et le russe, une espèce de dialecte campagnard qui est beaucoup parlé en Ukraine. Voilà. D'accord. Cela dit, les gens de Donetsk, et notamment les jeunes, s'expriment très bien en ukrainien et ils sont capables de répondre à quelqu'un qui les aborderait en ukrainien. Et donc toi, tu es là-bas quand les choses commencent à s'agiter un petit peu. Et ça ressemble à des manifestations au début. J'ai vécu les développements. Ça se passe d'abord à Kiev. Maïdan, c'est à Kiev. Et dans le Donbass, en écho au brouhaha de Kiev, au contraire, c'est le grand silence. Okay. Une forme de consternation, d'attente. Qu'est-ce qui va se passer ? Voilà. Donc c'est seulement au printemps 2014 que commencent d'abord des manifestations des uns des autres, les uns contre les autres. Des manifestations plus ou moins spontanées, aux effectifs finalement assez peu nombreux des deux côtés, mais des manifestations dont on voit qu'elles sont assez organisées, qu'il se passe quelque chose, et puis surtout il y a une espèce d'évanescence des forces de l'ordre, on ne voit plus personne, le champ est libre, c'est assez mystérieux quand même. On a beau être sur place, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. L'État disparaît en fait. Ah oui, les forces de l'ordre ont complètement disparu au Donbass. Curieux. Bon, difficile oui, c'est très difficile d'analyser tout ça, du coup. Mais c'est ce que j'ai voulu faire justement avec ce roman, c'est-à-dire ne pas essayer d'analyser de manière affirmative. D'accord. Alors tu prends plutôt ça au niveau de la vie des gens, de comment ça se concrétise sur le terrain, des absurdités aussi de... J'ai pris deux héros, dont l'un est le narrateur. Et alors lui, il est un peu plus pro-ukrainien. Et puis en revanche, il est dans sa fuite du Donbass, il est avec un ancien ami qui lui est plutôt pro-russe. Enfin bon, ils sont suffisamment intelligents pour se parler. Et puis surtout, le fait de vivre des péripéties, ça soude, quelles que soient les opinions des gens. Et à travers ces deux personnages, j'ai voulu parler des différents points de vue qui plongent aussi, qui tiennent leur raison dans l'histoire des gens, dans l'histoire du Donbass, de l'Ukraine, de la Russie, de l'URSS, etc. Voilà. D'accord. J'ai voulu parler du Donbass, parce que c'est vrai que les journalistes ont débarqué en 2014 parce qu'il y a une guerre, et alors forcément ça fait venir du journaliste, mais ils venaient pas avant, donc ils avaient aucune profondeur dans leur analyse des événements. En gros, ils faisaient un voyage d'une semaine et puis ils revenaient avec plein d'articles. Oui, non, les journalistes font leur travail sur le terrain, c'est pas ça le problème, c'est que eux ils arrivent et ils disent il y a une guerre, c'est Poutine contre Washington qui se bat en Ukraine, quoi. Alors que c'était très manichéen en fait. Oui, mais c'est pas totalement faux non plus, mais ce que je veux dire c'est qu'ils se sont pas vraiment intéressés au Donbass en tant que tel. Ils se sont intéressés à la portée géopolitique, alors qu'il y a plein de raisons sur place qui expliquent, ce sont des mauvaises explications d'ailleurs, mais malheureusement elles expliquent un petit peu le conflit et surtout la position des gens, qu'ils soient pour ou contre. Voilà. Et donc j'ai voulu parler de ces gens, j'ai voulu parler du Donbass, pourquoi ça se passe au Donbass et pas ailleurs en Ukraine, etc. Et alors Kharkov et Odessa aussi. Oui, c'est-à-dire qu'après j'ai été muté à Kharkov et puis ensuite à Odessa parce qu'on a fermé l'alliance de Donetsk. Suite à ça, d'accord. C'était resté calme dans ces régions-là. Il y a eu des événements à Odessa, notamment il y a eu malheureusement, je ne sais plus combien, 40 morts brûlés, certains dans la maison des syndicats d'Odessa lors d'une grosse manifestation. Ah ok, je crois que c'était Donetsk ça, non ? Non, ça s'est passé à Odessa. Okay. Et à Kharkov, il y a eu aussi des manifestations qui n'ont pas fait long feu. Ok. Il y a eu une enquête sur cet événement. À Odessa ? Ouais. Oui, il y a eu des enquêtes. Le problème, c'est que... Ils ont abouti ou pas ? Parce que c'est quand même un des points où on se dit que ça serait bien de faire la... On sait à peu près ce qui s'est passé. C'était des manifestations pro-russes, enfin séparatistes, je ne sais pas comment il faut les appeler, contre une manifestation
ukrainienne ou l'inverse. Et les pro-russes ont été repoussés par les pro-ukrainiens, qui sans doute étaient plus nombreux, vers cette maison des syndicats. Ils s'y sont enfermés. Quelqu'un a mis le feu, mais c'était sans doute involontaire. Et puis, enfin bref, une espèce d'événement qui dégénère complètement, parce que la foule est bête et que les forces de l'ordre ukrainiennes n'ont sans doute pas fait leur travail aussi. Ouais, d'accord. Ok, Odessa, on m'avait dit, bien avant le conflit, c'est la capitale de l'humour. De l'humour en Ukraine, quelque chose comme ça. Oui, vaguement, oui. Pour finir sur une note positive quand même, parce que... Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Est-ce qu'il y a un fond de vérité là-dessus? Oui, non, j'ai pas remarqué ça particulièrement, mais surtout Odessa, c'est la Riviera soviétique, qui aujourd'hui est devenue la Riviera ukrainienne. D'accord. Et c'est dans un pays qui n'a qu'un accès à la mer assez faible, enfin surtout maintenant avec la perte de la Crimée, c'est devenu la ville balnéaire, la station balnéaire. Enfin, c'est beaucoup plus qu'une station balnéaire, parce que Odessa, c'est aussi chargé d'histoire. Ouais. Et c'est étonnant Odessa, parce que c'est fait justement de deux villes. La ville historique, notamment les quartiers juifs, qui est absolument sublime et malheureusement menacée architecturalement parce que les promoteurs, les oligarques en ont absolument rien à cirer et ils préfèrent détruire pour reconstruire les immeubles. Et à côté, il y a cette nouvelle ville qui pousse un peu plus loin sur la côte. C'est là qu'il y a les grands hôtels, quelques plages. Elles ne sont pas très belles, malheureusement, les plages à Odessa, mais les discothèques, la fête, les bars, etc. D'accord, ok. Donc voilà, ton bouquin c'est Anthracite, ça s'appelle. Ah oui, c'est pas sur Odessa. C'est pas sur Odessa. Ça se passe au Donbass. C'est plus sur le Donbass, ça se passe dans la steppe. Si l'Ukraine nous intéresse et si vous voulez avoir une lecture au-delà de la lecture médiatique qui est très très partielle souvent. Surtout qui est absente maintenant parce que c'est un conflit dont on ne parle plus. Voilà. Parce que la guerre a baissé en intensité et pourtant il y a toujours quelques combats et des morts chaque semaine. Hein. Ouais. Mais les médias ne s'en font plus écho. Ouais. Et donc c'est un roman? C'est un roman qui relève de la fiction donc, mais dont le décor est campé par tout ce que moi j'ai pu voir, entendre, et aussi que je n'ai pas pu voir mais que j'ai pu entendre, c'est-à-dire la rumeur. Et la rumeur, elle peut être fausse, et donc il y a sans doute des choses dans mon livre qui relèvent de la rumeur et qui sont inventées, mais qui n'ont pas été par moi. La rumeur, c'est très important dans une guerre, parce que même si ce sont des informations qui sont colportées, qui sont inexactes, eh bien ça excite les foules, et ça c'est terrible. Ça excite les foules, ça les dresse les uns contre les autres, d'un coup... C'est la bataille de l'opinion publique ou c'est autre chose? C'est pas la bataille de l'opinion publique, parce que c'est pas forcément relié seulement par des médias, ou... c'est là vraiment la rumeur, des choses qui vont être transmises de personne à personne, dans les cuisines, des discussions, etc. On dit il y a eu telle horreur à tel endroit, l'information peut être totalement fausse, mais... elle va exciter les gens, elle va les dresser, elle va radicaliser les opinions, et ça c'est terrible. Elle est manipulée? Elle est sans doute aussi manipulée. Ouais. Elle est sans doute aussi manipulée, mais elle n'a pas forcément, je pense, besoin non plus. Si elle n'était pas manipulée, elle existerait quand même. La rumeur est quelque chose de terrible dans la guerre. D'accord. Absolument terrible. Et ça, je m'en suis beaucoup fait écho dans le livre. J'ai remis beaucoup de choses qui relèvent de la rumeur. Ok. Merci pour ces quelques instants partagés sur... Mais l'Ukraine, c'est pas que la guerre. Hein. Bah justement, alors je voulais te demander, au-delà de... On peut y aller aujourd'hui, alors parce que tout le monde imagine qu'il y a la guerre en Ukraine, mais il y a un front figé à l'est de l'Ukraine. De toute façon, on ne vous laissera pas l'approcher, mais le reste de l'Ukraine est en paix, tranquille, et on peut y aller. C'est un pays qui est quand même en train d'essayer de penser cette plaie, même si ça sera difficile, parce que tant que politiquement il n'y a pas de solution, par définition ça cicatrise pas, mais c'est un pays qui vit, qui vit autour de... Donc on peut y aller, c'est ouvert. On peut y aller sans aucun problème. Le front reste sur finalement une zone limitée? Oui, ça reste sur une limitée et qui, touristiquement n'est pas forcément, en plus, c'est ce qu'on disait au début, la plus excitante, même si moi j'y ai trouvé quand même une beauté, quelque chose de passionnant. Alors les régions qu'on visite facilement sont justement les régions où l'ukrainité, je ne sais pas comment il faut dire, les régions ukrainophiles aussi, jusqu'au nationalisme parfois, sont très vivantes. Et ça, c'est une ex-URSS qu'on connaît moins. C'est l'Ukraine post-soviétique qui parfois reconstitue un passé qui peut-être n'a pas existé, on n'en sait rien, mais en tout cas qui est très vivant, très actif. Un truc à voir absolument en Ukraine, qui serait vraiment inattendu, un peu au-delà
pas forcément des sentiers battus, mais en tout cas des attentes qu'on peut avoir vues d'ici. Inattendu. Ouais. Tu parles de la folie d'Odessa, de choses comme ça. Est-ce qu'il y a, je sais pas, les villes qu'il faut voir en Ukraine, Kiev bien sûr, c'est Odessa et puis Lviv, qui n'est pas une grande ville, mais qui est l'âme de la culture ukrainienne, l'âme de la langue aussi ukrainienne. C'est la pointe occidentale de l'Ukraine, c'était aussi la pointe occidentale de l'URSS quelque part. Et voilà pourquoi elle ne s'est jamais sentie totalement soviétique, qu'elle n'a jamais vraiment adhéré au communisme, etc. Et qu'elle est devenue aujourd'hui un peu le moteur de cette identité ukrainienne. D'accord. Ouais. Donc c'est une ville à voir, évidemment, Lviv. Et puis si on parle de temps plus anciens, c'est-à-dire avant l'URSS, Lviv, dans l'histoire de l'Europe de l'Est, a été un point de passage très, très important. Ok, très bien. Un dernier mot sur l'Ukraine avant de se quitter? Un dernier mot sur l'Ukraine. Bon, il faut y aller, ça vous avez compris, c'est ouvert. Voilà, il y a des tas de villes finalement. Les Ukrainiens n'aimeraient peut-être pas que je dise ça parce que c'est ce que les Russes disent à leur sujet. Ok. C'est l'image que les Russes ont de l'Ukraine, mais moi je trouve que c'est assez vrai. C'est que l'Ukraine, c'est un pays en fait où il fait bon vivre. Ouais. C'est très méridional finalement. Bon, pas sur la frontière russe, mais quand on est là sur les bords de la mer Noire, c'est un pays de vergers agricoles, très, très campagnard, provincial. C'est pour ça que les Ukrainiens n'aiment pas que les Russes disent ça d'eux. J'allais poser la question. Ouais. Mais c'est un pays très agréable en fait. Ouais, d'accord. Il faut lire d'ailleurs Gogol, il en rajoute un peu, mais enfin les soirées du hameau. Okay. Il raconte tout ça, cette vie un petit peu, oui c'est ça, c'est provincial, tranquille. Encore une fois, en Ukraine, c'est un peu comme la Russie, c'est pas toujours très exotique, il n'y a pas forcément des choses, des hauts lieux touristiques qui seraient immanquables. Non, c'est pas ça l'Ukraine. L'Ukraine, c'est une errance qui est... Ça fait quelques points de... Très agréable, c'est un pays très très agréable. Puis c'est agréable d'entendre ça, parce qu'on n'entend jamais ça en fait, et c'est tout simple, mais voilà, il n'y a pas que la guerre là-bas. Ouais, puis c'est l'Europe de l'Est, et on ne connaît pas l'Europe de l'Est. Là, on s'intéresse à la Russie, et la Russie, c'est derrière l'Europe de l'Est, on va dire. L'Ukraine, c'est l'Europe de l'Est, c'est au même titre que la Pologne, la Moldavie voisine, la Roumanie qui est en dessous, la Slovaquie, etc. C'est l'Europe de l'Est, c'est-à-dire des pays qui, oui, ont une histoire liée à la Russie et qui ont un futur aussi lié à la Russie, sans doute dans certaines proportions, mais qui est aussi très pro-européenne et qui a envie que le 21e siècle soit un siècle différent. Voilà, le 20e siècle a été soviétique, et elle veut que le 21e siècle soit un autre siècle. Donc on va espérer pouvoir construire quelque chose de nouveau avec les Russes et avec les Ukrainiens. Oui, c'est un équilibre qu'il va falloir qu'ils trouvent. C'est un peu désespérant quand on aime et la Russie et l'Ukraine. Ouais. Cette situation est désespérante. On a du mal évidemment à concilier ces amitiés des deux côtés de la frontière. J'espère vraiment qu'ils trouveront d'abord le pardon et puis un équilibre dans leur relation. Très bien, ça fera un beau mot de la fin. Voilà. Merci Cédric pour ces quelques moments. Merci à vous. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Soyez constructifs, je vous le demande, parce que je serai là pour modérer aussi. C'est un sujet sensible, donc on va faire attention. Et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne et puis on continue pour une prochaine aventure dans une prochaine interview vidéo, etc. À bientôt, merci. До свидания.